Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Agora Moderne, l'espace où les idées façonnent l'avenir. Je suis Mardoché Adjayi, architecte, étudiant en commerce, entrepreneur. Aujourd'hui, avec moi autour de la table, j'ai des intervenants de grande classe. J'ai Roland Kouakou. Bonjour Roland, comment ça va? Bonjour Majodé, merci. Merci Ça beaucoup. va, le voyage, ça a été? Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Super. Roland est communicant et analyste politique. Ah, juste à côté de Roland, nous avons Nsan Atomblanc. Bonjour Nsan, Bonjour Mardoché. comment ça va? Bah, ça va super, hein. Content d'être à la maison. Ok, t'as encore changé de coupe de cheveux. J'essaie de faire comme toi, t'as vu. Mais en fait, c'est pas long, en fait, c'est tout. Ouais, ok. Tu m'inspires. Ouais, c'est ça. Et juste à côté de Nsan Atomblanc, nous avons Aboubakar Djabi, conseiller cadre du RHDP. Bonjour Aboubakar, comment vous allez? Je vais bien. Je suis content d'être là. C'est la première fois. Bon, j'espère que tout va bien se passer. Non, tout va bien se passer, ne vous en Voilà. faites pas. Nous rentrons rapidement dans le vif du sujet après cette séquence. Alors, juste le jour de l'investiture présidentielle du président Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection d'octobre 2025, on a le président Laurent Gbagbo, l'ex-président de Côte d'Ivoire, qui fait une sortie. Il fait une lettre dans laquelle il énonce plusieurs faits. Il revient sur le récit de la crise ivoirienne de 2000 à 2011. Il termine en posant trois questions. Qui a financé la rébellion? Qui est l'auteur du génocide des Ouai? Et pourquoi le désarmement n'a pas eu lieu pendant que c'était écrit parmi l'accord, en fait. Je vais commencer par toi, Roland. Comment tu interprètes cette sortie le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara? On ne peut pas s'interdire d'y voir un enjeu de communication dans un premier temps, parce que Laurent Gbagbo qui a dit que c'était un coup d'État constitutionnel et qui ne pouvait pas s'associer à cela, je pense qu'il a choisi cette occasion-là d'abord pour essayer d'envoyer un autre message par rapport au message de la journée qui était l'investiture du président Alassane Ouattara. Donc moi, j'y vois d'abord un enjeu de communication, ça c'est évident, mais on ne peut pas aussi exclure le fait qu'il pose une question ou bien des questions qui sont tout à fait légitimes. Il y a eu un procès à la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Bégoudou ont été acquittés. Donc, il y a eu quand même une crise en Côte d'Ivoire. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, peuvent se mettre d'accord, c'est qu'il y a eu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Oui. violente, avec des morts, et que à partir du moment où les deux personnalités qui étaient supposées être les commanditaires ont été acquittées, et ben, il se pose la question de trouver d'autres responsabilités. Donc, en fait, au-delà de la sortie un peu opportune le jour de l'investiture, qui, comme je l'ai dit, revêt d'un enjeu de communication, on ne peut pas exclure comment on dit ça, la légitimité des questions que Laurent Gbagbo soulève. Après, D'accord. maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il pointe les vrais commanditaires? Est-ce qu'il emprunte la meilleure voie pour essayer de venir au bout de ce qu'il a envie de faire? C'est une question, mais moi, je dirais que ces questionnements-là sont tout à fait légitimes et ça devrait faire débat aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a eu des massacres Ouais. dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. Des gens sont morts, ils ne sont pas morts d'eux-mêmes, on parle de 3000 morts, mais il y a des rapports qui disent que même les 3000 morts, c'est sous-estimé. Souvent, Donc, peu à un plus, moment ouais. donné, je pense que c'est des questionnements qui sont tout à fait légitimes et auxquels il va falloir que les Ivoiriens aient le courage de se les poser et surtout d'essayer de trouver des réponses. D'accord. Aboubakar Djabi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du président Laurent Gbagbo le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara? Bon. Dans la logique du président Laurent Gbagbo, il fallait marquer un coup, puisque c'était le jour de l'investiture du président de la République, qui a été normalement élu et constitutionnellement élu. Ouais. Donc, il voulait faire une sorte d'opposition à cet événement national et international qui rehaussait l'image de la Côte d'Ivoire. Et parallèlement à ça aussi, cette lettre-là, ce jour-ci, reflète, pour moi, hein, une stratégie politique de Laurent Gbagbo. Pourquoi? Tout le monde sait le contexte qui prévalait avant cette lettre. La sortie de Blé Goudé, qui a jeté un gros pavé dans la mare du FPI-PPACI, qui accuse nommément et frontalement l'épouse de Laurent Gbagbo d'être la vraie patronne même du parti. Et c'était pour noyer un peu ce flot d'accusation contre l'épouse de Gbagbo, que je pense aussi que cette lettre-là, elle vient pour éteindre cette séquence politique-là aussi. Donc pour vous, Elle ouvre une nouvelle séquence, mais en même temps, elle ferme aussi cette séquence de Blé Goudé qui a accusé de façon frontale
Nadi Bamba, d'accord. Donc pour vous, il fait cette sortie-là pour éteindre un peu le feu que Blé Goudet a allumé en fait le jour de l'investiture. Donc aucun sens, aucun lien avec l'investiture pour ce jour-là. Bon, forcément, puisque c'est le 8 qu'il fait, il publie sa lettre, Ouais. et que le 8, il y a l'investiture du président. Donc, forcément, il y a un parallèle qui se fait. Pour toute personne qui fait de la politique, elle va se dire que c'était un moment aussi pour Laurent Gbagbo d'exister. Donc, quand il publie cette lettre-là, tout le monde dit « Ah, mais tiens, Gbagbo, il a publié une lettre le jour où on est en train d'investir le président de la République. » Donc, forcément, il y a une corrélation qui se fait. À vous entendre, vous signifiez qu'il n'existait pas avant, en fait. Pourtant, on a suivi une interview avec Alain Foka où il a signifié qu'on assistait à un coup d'État civil, en fait. C'était un putsch, d'après lui, selon ses mots. Donc, à cette sortie-là, pour vous, c'est juste pour éteindre la braise que Blé Goudet a allumée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a décrit auparavant. On est habitué aux sorties médiatiques du président Laurent Gbagbo. Hmm. Et si on parle d'élection, je pense que la personne qui a été la plus mal élue en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. D'accord. Il a eu 37%. Le président a eu près de 87,77, je crois, %. Et Donc, entre les il deux... faut aussi signifier qu'il y a eu un taux d'abstention en fait, de mais- pratiquement 50%. Oui, mais je suis bien d'accord avec ça. Mais quand on regarde le contexte électoral, par rapport aussi à 2000, où tout le monde avait été exclu, sauf le général Guèye, on peut faire bien le parallèle aussi par rapport à tout ceci. D'accord, ça s'entend. Nssan, je vois que tu bouillonnes de réagir. Non. La même question en fait, qu'est-ce que tu penses de cette sortie du président Laurent Gbagbo le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara? Mais nous sommes en politique. Et en politique, c'est normal. Quand on est en politique, on a ce qu'on appelle, en fait, d'accord, des coups de com'. Et saisir aussi l'opportunité. On ne peut pas reprocher à un homme politique, d'accord, dans un contexte précis, de faire ce qu'il sait mieux le faire. Ce qu'il sait mieux faire, c'est la politique. Cette date-là, effectivement, est une date d'abord de l'investiture de M. Ouattara. Mais il faut savoir qu'il y a une frange de cette opposition-là qui sont catégoriques. En n'accompagnant même pas, d'accord, le pouvoir en place aux législatives. Donc il y a une opposition qui a décidé de ne pas faire front. Maintenant, c'est le contenu de la lettre qui m'intéresse. Normalement, même M. Ouattara ne pourrait pas s'opposer au contenu de la lettre. Il pourrait dire super. Dans quel sens? En 2010, lors du débat avec M. Gbagbo, M. Ouattara avait indiqué mener des enquêtes pour savoir qui était le concepteur et le planificateur, d'accord, de ce que nous avions connu, la rébellion. Bon, peut-être l'agenda économique était plus étoffé que l'agenda judiciaire, mais je veux dire quoi? Donc, normalement, ce n'est pas un sujet qui doit, en fait, diviser ou cliver, en fait, les Ivoiriens. C'est une partie de notre histoire. Donc, normalement, on doit tout accompagner cette initiative-là pour que la vérité puisse être su de tous. M. Charles Blé Goudet a émis des hypothèses. Certaines personnes l'ont cru, d'autres n'ont pas. Donc, quoi de mieux que d'aller, en fait, d'accord, devant un tribunal pour juger et éclaircir cette affaire? Moi, je ne m'y oppose pas. Il y a des questions qui sont claires aujourd'hui. Chacun a ses agendas politiques. Mais je veux dire, même le contenu de la lettre, vous remarquerez qu'en conclusion, il y a 3 points qui sont essentiels. 3 questions, ouais. 3 points. Conception, planification de la rébellion. 2e point, organisation du génocide, ouais. 3e point, en ce qui concerne le désarmement. Tout à fait. Donc, ce sont les points qui sont essentiels. Et ces points-là, ça nous permettra de pouvoir savoir s'il y a procès, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de date arrêtée, mais s'il y a procès un jour, ça nous permettra d'entrevoir une partie de notre histoire, parce que c'est quand même dommage qu'on reste avec des points d'interrogation jusqu'aujourd'hui. D'accord. Roland, j'ai envie de dire, le président Laurent Gbagbo donne sa version des faits, sa version à lui. Est-ce que tu penses qu'elle est assez partielle ou c'est réellement ce qui s'est passé? Soit il omet des faits ou il dit contextuellement tout ce qui s'est réellement passé. Une chose est sûre, si on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis la fin des années 90, donc où tout a commencé avec notamment Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, j'ai envie de dire qu'il choisit des faits. Maintenant, pourquoi il choisit ces faits-là? Il choisit le génocide, ouais, parce que bon, peut-être qu'il y a un intérêt beaucoup plus, au-delà même de l'animosité des faits. Il y a aussi, il ne faut pas oublier que l'Ouest, c'est un bastion assez important du FPI. Donc, ce n'est pas anodin aussi qui choisit ce fait-là. Ensuite, il y a l'histoire du désarmement. Et c'est là où je suis d'accord avec M. Diaby. Parce que là, quand il parle du désarmement, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que Blé Goudet a dit. Le fait que... On va en revenir d'ailleurs. Voilà, Madame Nadi Bamba aurait dit attention à Soro parce que les armes qu'il a. Donc,
En fait, là, c'est comme s'il essaie de clarifier les choses en disant que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas nous qui avons décidé de ne pas faire du désarmement. Donc là, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser au fait qu'il dédouane sa femme. Est-ce qu'il est partiel? Par définition, en politique, on ne peut pas préjuger de si les gens sont plutôt partiels ou même s'ils sont plutôt, on va dire, objectifs. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il choisit des faits qui sont légitimes et qui méritent que tous les Ivoiriens se posent la question là-dessus. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui fait ça, pourquoi depuis qu'ils sont venus de l'AI, pourquoi il n'y a pas eu d'initiative? Moi, je me pose la question sincèrement, pourquoi le gouvernement n'a toujours pas mené des enquêtes, des démarches et tout, ouais. Exactement. Dans ce Donc, sens-là. moi, j'ai envie de dire, rien que si on sort même Laurent Gbagbo de l'équation, rien que pour un enjeu de réconciliation nationale vrai, véritable, pas seulement entre les acteurs politiques, mais aussi entre les communautés, pour essayer de penser toutes les plaies, on devrait pouvoir se poser ces questions-là. Donc, les problématiques que Laurent Gbagbo soulève, certes, ont été choisies, de mon point de vue, pas de manière totalement anodine, parce qu'il y a des intérêts, que ce soit son bastion historique, ou que ce soit aussi pour dédouaner son camp et éteindre les flammes qui ont été allumées par Charles Blé Goudé, mais c'est des problématiques réelles. Donc, oui, peut-être que c'est partiel, mais encore une fois, on ne peut pas lui reprocher cela parce que, en face, personne n'ose soulever d'autres types de problématiques en lien avec les événements qu'on a connus de fin des années 90 jusqu'à 2010, qui est un peu l'apothéose de tout ça. D'accord, ça s'entend. Monsieur Djabi, j'ai envie de dire, et il signifie qu'il a été acquitté par la CPI. On souhaite, quand deux personnes se battent, on doit interroger l'autre partie. On doit lui demander ce qu'il en est. Il demande à la CPI de poser des questions en fait réellement sur ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, on a pour habitude de dire qui a gagné les élections en 2010 ou qu'en est-il en fait du parti au pouvoir. Je vous retourne la question. Est-ce que à votre niveau, vous pensez un jour à affronter la justice pour répondre de ces faits-là? Bon, il faut contextualiser aussi la lettre de M. Gbagbo et puis les faits qu'il y décrit. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit généralement. Il y a des oublis volontaires de la part de M. Gbagbo. Quand le président de la République prenait le pouvoir en 2011 en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de justice. Tous les tribunaux ne fonctionnaient pas. Si M. Gbagbo et M. Blé Goudé sont retrouvés à la CPI, principalement, c'est parce qu'il n'y avait pas de justice encore qui fonctionnait en Côte d'Ivoire. Madame Simone Eveque Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire. J'en arrive. Elle a été jugée en Côte d'Ivoire parce que après, rapidement, tous les tribunaux ont été remis en place, tous les magistrats ont été affectés, il y a eu un fonctionnement normal de la justice. Simone Gbagbo, Dogo Blé, Seka Seka, j'en cite plein, Vagba Fossigneux, tout cela a été jugé en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas allés à la CPI. La CPI a bien fait des demandes et le président de la République a bien dit aucun Ivoirien ne retournerait à la CPI. Notre justice fonctionne, c'est elle qui va se charger de juger toutes les personnes qui ont été coupables d'exactions quelconques depuis la crise post-électorale. C'est dans ce sens-là que Amadé Ouremi, c'est ça, non? Voilà, a été jugé dans le cadre de cette procédure-là et il a été emprisonné. D'aucuns me diront que ce n'est pas le véritable coupable, je n'en sais rien. Mais par contre, il faut aussi se rappeler les deux commissions de réconciliation qui ont été mises en place par le président de la République. Sous feu Charles Konabani et puis après sous l'archevêque, je ne sais plus c'est lequel des archevêques, mais après qui ont rendu des conclusions. On a abouti dans le cadre de cette problématique de l'Ouest là à des restitutions de corps où les parents ont pu, dans tous les camps, les parents ont pu faire les cérémonies mortuaires nécessaires pour qu'ils puissent faire leur deuil. Mais pourquoi, de façon très opportune, aujourd'hui, comme le disait mon cher ami, ce problème-là s'est posé sur la table. Mais regardez un peu le contexte général des élections. Quel est le bastion qui reste encore à Laurent Gbagbo? Il n'y en a pratiquement aucun. Dans votre entêtement? Il n'y en a pratiquement aucun. Dites-moi, à part l'Ouest. Vous en avez cité un. Lequel? L'Ouest, vous venez de dire. Oui, je dis, il n'y a pratiquement aucun. Mais l'Ouest encore, si vous prenez le nombre de députés, le nombre de maires, le nombre de conseils régionaux dans l'Ouest, s'il y a 10, peut-être que le PPAC a au moins 1 ou 2. Je le dis peut-être comme ça, je peux me tromper. Donc, il n'y a aucun autre bastion encore que possède en fait le PPAC. Donc, sac bouté, et c'est très malsain,
sur le malheur, la douleur de population pour se refaire une légitimité politique, je trouve que ce n'est pas du tout ça. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'on ne doit pas aussi auditionner ou entendre le parti au pouvoir en fait, dans les faits qui sont retranscrits? À la CPI, le dossier Côte d'Ivoire n'est pas fermé. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Donc il faut être assez patient pour laisser la CPI mener ses investigations. Quand on sait que les principaux accusés sont à un certain âge où on n'a pas vraiment le temps en fait, devant nous. Ni vous, ni personne sur ce plateau ne maîtrise le temps de la justice. Je suis d'accord avec vous. Donc on ne peut pas dire au procureur de la CPI, allez-y maintenant, n'allez pas maintenant. Je ne peux pas préjuger ou présager de ce qui se passerait. Ayons cette patience-là des hommes, pour ne pas dire cette patience-là des personnes sages, pour laisser la justice prendre son temps, travailler pour qu'on puisse avoir ces résultats. Le dossier Côte d'Ivoire, la CPI n'est pas fermé. Encore, je le redis. D'accord, il n'y a pas de souci. Nsson, j'ai cette question-là pour toi. Pour avoir une réconciliation en fait, parfaite en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne faut pas avoir une vérité complète? Parce que là, on a envie de dire, Laurent Gbagbo, il a donné sa vérité, sa version des faits pour lui. Est-ce qu'on ne devrait pas entendre le président Alassane Ouattara sur ces faits-là? L'entendre en tant que qui? En tant que président de la République et en tant que candidat en 2010? Bon. De par sa fonction présidentielle, il ne peut pas, bon. À moins qu'il y ait un fait express ou bien une délégation express de par sa fonction de président de la République, il ne peut pas aller témoigner. On a vu, non, je ne parle pas du témoin. Enfin, on a vu Uhuru Kenyatta qui s'était rendu. Il avait été nommément accusé. Oui. En fait, moi, je pars dans cette hypothèse. Je ne vois pas le besoin qu'une personne qui soit en fonction, qui soit chef d'État, se déplace pour un sujet qui ne le concerne pas. Voilà. Par contre, je pense qu'on fait fausse route. Il faut savoir qu'il y a des points qui sont importants. M. Gbagbo se retrouve à La Haye suite à une situation de crise post-électorale. Ce n'était pas pour la rébellion. Il faut qu'on fasse... Parce que j'ai l'impression qu'on parle dans tous les sens. C'est ce qui est décrit, en fait. Quand il part à La Haye, c'est suite à la crise post-électorale. Oui, tout à fait. Ce n'est pas des événements antérieurs à la crise post-électorale. Là, il ouvre un autre volet. Il inclut la rébellion dans sa requête. Ah ouais. Oui. En fin de lettre, il pose trois questions. Oui. Même le volet du génocide, n'est pas forcément, n'a pas été abordé à la Cour pénale internationale. Donc il y a deux volets qui sont abordés, c'est-à-dire un volet qui est antérieur et un volet qui est postérieur. Parce que le génocide, en fait, on le qualifie après l'affaire, d'avril 2011, si je m'abuse. Les Naïbli et compagnie. Donc, ce sont deux volets qui sont rajoutés sur ce dossier. Parce qu'effectivement, il parle du désarmement, mais le désarmement, c'est antérieur. Mais la rébellion, c'est antérieur. Et ça, c'est très important, parce que ce volet-là, la question qui est posée, c'est la conception et le financement. Non, mais j'ai envie de dire, on ne peut pas parler de crise en 2011 sans revenir en fait à la rébellion en 2000. La crise en 2011, c'est un contexte électoral. Oui. On va dire, dans notre logique, c'est juste la conséquence. En fait, pour nous, c'est l'aboutissement, dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire des gens. 2011, c'est l'aboutissement de la rébellion. Parce que, comme M. Ouattara arrive aux affaires, les rebelles décident de signer, ils rentrent dans la République, le pays n'est plus partitionné, et voilà. En fait, dans notre subconscient, on pense que 2011 est l'aboutissement du 19 septembre 2002. Mais si on part du principe de la conception et du financement de la rébellion, c'est un sujet qui est très, très complexe. Parce que personne ne peut pointer du doigt le concepteur, les concepteurs ou les financiers. On ne va pas prendre les propos du sergent-chef Ibrahima Koulibaly qui a dit que c'est un Libanais qui m'a financé. Ce serait, franchement, il faut arrêter. Il faut déjà le prouver. Donc, c'est un sujet qui est assez complexe. Et je pense même dans le procès, ça risque de révéler pas mal de choses. Est-ce qu'il y aura procès? C'est la question. En ce qui concerne le désarmement, arrêtez. Blé Goudé a dit que c'est Nadib Bamba. Franchement, arrêtez vos conneries. Non, c'est un peu gros. Ben, on va en venir, en fait. On va en venir sur le désarmement, en fait. Il faut qu'on en parle. Non, mais Monsieur Diaby, il en rigole, il sait très bien. Il est en politique, il joue son rôle. Blé vous arrange pour l'instant. Vous voulez rajouter D'accord. C'est tellement intéressant. Non, mais attends. Il pose des questions. Parce que dans le troisième volet, il y a deux personnes qui sont pointées du doigt dans le troisième volet de sa question. Il parle de quoi? Je crois qu'il parle de l'ONU et des Occidentaux. L'ingérence en fait étrangère. En ce qui concerne le désarmement.
ce qui concerne le désarmement, regardez bien sur cette rubrique, il cite pression occidentale, internationale. Oui ou non? Peut-être M. Diaby dira non. Donc, vaut mieux ouvrir un procès. Si les gens n'ouvrent pas de procès, moi je vais être franchement, en tant qu'Ivoirien m'exprimer, il faudra forcément qu'on aille à une assise ou une conférence, organiser quelque chose pour exorciser ce mal-là. Parce que on a eu aussi un forum de la réconciliation en 2000. La CDVR, moi je vais vous dire clairement, la CDVR, on a une partie qui a été publique. Une partie. Moi je l'ai lu, ce compte rendu. Mais on a vu aussi un béton comme ça qui a été remis à M. Ouattara. On l'a vu à la télévision, en Mondovision. On aimerait bien, parce que M. Ouattara devait se saisir et, d'accord, suite à ses conclusions, appliquer une feuille de route. Qu'est-ce qu'on en sait? Rien. Là qu'on arrive, en ce qui concerne les victimes et autres, moi j'ai lu aussi, effectivement, parce qu'il y a tout un pan de résolution. Il y avait le retour des exilés, il y avait plein de choses. Certains points ont été abordés, certains points ont été appliqués, d'autres pas. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans cette Côte d'Ivoire-là. De toute façon, les peuples vivent ensemble. Mais en termes il faut exorciser ce mal. Parce que le génocide, ouais, on en parle comme ça, mais ça reste encore. Il y a encore des séquelles qui sont là. Mal, en fait, et voilà, il y a encore des ouais. séquelles. Donc, franchement, en termes de responsabilité politique, M. Diaby est un responsable politique. Et nous sommes des citoyens ivoiriens. Il faut être sérieux. Il faut que... Le fait déjà d'en parler, c'est une bonne chose. D'accord? Mais il faut, en toute responsabilité, exorciser, d'accord, ce mal-là. Il ne faut pas forcément voir, en fait... Moi, j'ai entendu M. Diaby dire, oui, M. Laurent Gbagbo essaie de renchérir, faire de la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un débat qui est ouvert à tout le monde. Celui qui veut, il participe. Celui qui veut donner sa part de vérité, qu'il participe. Mais la seule chose qui pourra tirer un trait, c'est qu'on envoie des éléments et que les faits soient éclaircis pour la lanterne de tous. D'accord. J'ai vu que vous voulez réagir par rapport à ces propos. Moi, je suis... Quand Nsa il parle, je tout lui à l'écouter parce que M. Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, je crois, en 2021. Oui, 2021, juin. Jusqu'en 2025, il n'a pas eu le temps d'écrire une lettre pour réclamer quoi que ce soit pour les ouais. Ouais. Parce que, bon, ça, je voulais faire remarquer cela. C'était quoi la confidence? Non, je voulais faire remarquer parce que pour écrire une lettre, depuis 2021 jusqu'à 2025, il y a 4 ans quand même. Oui, mais en 2025, tu peux écrire. Oui, mais en 2021, il faut écrire aussi. Vous avez signifié que le temps de... Vous avez parlé du temps, Voilà, en fait. donc, en 2021, Chacun voilà, son donc maintenant, il faut pas nous prendre... Il ne faut pas les Ivoiriens pour des personnes qui ne sont pas assez sensées. Loin de là, je ne minimise aucunement la douleur du peuple de l'Ouest. Parce que quand on parle de l'Ouest, ce n'est pas uniquement que le peuple ouais. Tout à fait. Il y avait aussi des populations allogènes ivoiriennes et des populations immigrées aussi à l'Ouest qui ont aussi eu, à partir de cette guerre, de cette crise post-électorale, qui sont aussi décédés. Donc, il ne faut pas personnaliser, pour ne pas instrumentaliser une frange de la population par rapport à une autre. Voilà pourquoi le travail de la commission Dialogue et Vérité a été très important dans la reconstitution des faits. C'est ce qu'il disait, on a eu qu'un seul bout, en fait. Non, mais après, tout le travail qui a été fait derrière, jusqu'à ce qu'on aboutisse à la restitution des corps, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites, des choses qui ont été dites. Maintenant, j'ai entendu aussi Stan parler de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de désarmement. Bon, je ne sais pas si on peut... On va venir sur ce sujet-là. Parce qu'après, il y a tout dedans. Quand il parle du financement de la rébellion, je ne sais pas si je peux en parler, qui de plus autorisé que le père même de la rébellion, le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, qui dit c'est sur ces deniers d'attachés militaires au Canada que les premiers, il a pris pour faire les premiers financements de la rébellion. Je ne vous coupe pas la parole. On va annoncer le deuxième sujet. Okay. On va revenir sur ça. Avant ça, Roland, j'ai une dernière question pour toi. Concernant cette lettre, est-ce que, au-delà des hommes politiques, est-ce qu'on ne ravive pas un peu, on ne fait pas ressasser à des Ivoiriens qui ont vécu des choses troubles, des séquences dont ils n'ont pas envie de revivre en fait à travers cette lettre? Non, la question, c'est pas de savoir s'ils ont envie de revivre ou pas. La question, c'est est-ce qu'ils ont des réponses? Parce que là, Vincent a parlé tout à l'heure, on a plein de questionnements. En fait, le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a vécu une crise qui est extrêmement grave. Ouais.
Et personne n'a de réponse. Par exemple, une question toute bête, qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire? On n'a pas de réponse. Personne. Les gens s'amusent parfois à dire qui a gagné les élections en 2010. Bon, ça, on a la réponse parce que, en l'occurrence, il y a un qui dirige. Mais, par exemple, une question tout aussi banale que qui a commandité, financé et exécuté cette rébellion? On a n'a des pas de réponse. supputations de noms, on a des... Même juste pour une question d'histoire politique, on devrait répondre à ces questions. On devrait répondre à ces questions. C'est là où je dis que la lettre de Laurent Gbagbo, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, elle ouvre le débat, en fait. de son opportunité, enfin de son opportunisme, pardon, du caractère un peu communicationnel, etc. Mais ça pose des questions de fond. Ouais. Peut-être que c'est comme Laurent Gbagbo les pose, peut-être qu'on trouve qu'il fait de la politique, mais aujourd'hui, un collectif de citoyens pourrait se lever et dire, les gars, on veut des réponses à des questionnements qu'on se pose. Moi, j'ai discuté, vous savez, je vais raconter une anecdote. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui n'est pas du tout ivoirien et qui m'a dit, qui est camerounais, hein, pour pas citer, qui m'a dit, en fait, au Cameroun, on a eu une crise extrêmement sanglante, ça nous a blasé, ça fait qu'on ne parle plus de politique, mais vous, les Ivoiriens, on a l'impression que vous êtes un peu... En fait, vous avez vécu une crise tellement forte, mais cette crise-là, en fait, on a l'impression que ça n'a pas imprimé dans la population, vous faites la fête... Enfin... Est-ce que c'est pas entériné dans le cœur des Ivoiriens? Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est ça. Il n'y a pas de réponse. Donc, c'est comme si on est un peu tous blasés, on ne sait pas, on en rigole, mais c'est très grave. Et c'est pourquoi, moi, j'insiste pour dire que essayons de décentrer la question sur Laurent Gbagbo. C'est pas parce que c'est Gbagbo qui pose la question. Même qu'on soit du RHDP, qu'on soit du PPS. Mais c'est vrai, en plus, tout le monde est concerné. On peut se poser la question. En plus. Moi, par exemple, j'ai toujours été très intrigué par la sortie de Charles Konan Bani. Je ne sais pas comment ça s'appelait le truc qu'il a dirigé. La CDVR. La CDVR. Mais ce monsieur-là, paraît-il qu'il n'était pas content parce que les conclusions de son travail n'ont pas été appliquées. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Il n'a rien dit. Je crois qu'il est décédé, malheureusement. Ouais. Donc, on perd des mémoires, on perd des choses en Côte d'Ivoire et on avance. Honnêtement, moi, je suis un jeune Ivoirien, je m'intéresse à la politique. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais avoir des enfants. J'ai bien envie de pouvoir lui donner des réponses. Quand il va voir dans les livres d'histoire qu'il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire, j'ai pas envie de lui dire, mon petit coco, je sais pas ce qui s'est passé. Certains disent que c'est Soro, enfin, tu vois, comme un humoriste on le dit disait. même c'est Gbagbo aussi, d'autres disent c'est Gbagbo aussi. Donc, d'accord. Pour répondre à la question, encore une fois, sortons des chapelles politiques et reconnaissons qu'il y a des questionnements tout à fait légitimes en Côte d'Ivoire pour lesquels il va falloir des réponses. D'accord. Et on retient que ton fils s'appellera Petit Coco. Non, il s'appelle pas ça c'est noté. On y va pour la deuxième séquence. En 2009, il peut aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. Non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Depuis tout petit, mes parents m'ont appris à goûter au raffinement. Par la suite, le raffinement s'est incrusté en moi. Là, on parle de transmission de valeurs. On parle de famille. On parle de partage. Et le raffinement ajouté à cela, c'est une belle signature. La majorité des souvenirs d'avec mes parents, je les ai partagés avec ces différents accessoires. Bonnet, bretelles, nœuds papillons, portefeuille, chaussettes et bien d'autres articles unisexes. Et même lorsque je regarde des photos de famille, d'anniversaire, de moments joyeux, le raffinement y est toujours. Des articles qui perdurent avec le temps, de par leur qualité et leur authenticité. Ces articles racontent nos vies et nos souvenirs. Avec AJ Socks,
Ce qui va être bien pour notre nouvelle génération, c'est qu'au-delà de pouvoir avoir des articles raffinés, nous allons aussi pouvoir goûter au raffinement. AJ Sox va vous faire vivre l'histoire. Les détails de chaque article ont été pensés pour une empreinte plus chaleureuse. AJ Sox, dites-moi, et si vous goûtiez au raffinement? Alors, après cette séquence, on a Charles Blé Gouda, en fait, sur un plateau télé, qui a signifié publiquement que le désarmement a été empêché en 2009 par Madame Najib Gbagbo, j'ai envie de dire, Najib Gbagbo, qui est l'épouse actuelle du président Laurent Gbagbo. Ma question elle s'adresse à toi directement, Samuel. On a une vie politique et on a une vie privée, en fait. Est-ce que les deux se s'entremêlent pas à un certain niveau du moment où on affirme qu'elle a eu une personne externe qui est même pas politique, a eu influencé en fait les jeux du désarmement, qui était censé être un accord de paix. Bon, ce qu'a dit Charles Blé Goudet, pour moi, il n'a pas annoncé directement qu'elle a influencé. Il a juste dit, après des propos qu'il a tenus à la télé, il a été convoqué, je ne sais pas, le lendemain ou quelques jours après, il a été convoqué à la maison de Mme Nadi Bamba. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas le problème, que ce soit chez Mme Nadi Bamba ou dans un autre lieu, parce que même en France, ici, on a eu Mitterrand qui faisait aussi des réunions secrètes dans la maison où était sa fille. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais la personne de Mme Nadi Bamba, faudrait qu'on la pose. Quel est son rôle? Parce que au-delà de Charles Blé Goudet, il y a eu M. Affi N'Guessan qui en a parlé. Malheureusement, dans un contexte de bagarre au sein du FPI, cela est passé. Aujourd'hui, on a une deuxième personne proche qui en parle du président Gbagbo qui en parle. Donc, il faille qu'on se pose des bonnes questions, qu'on délimite les rôles de chacun et même qu'on les énonce. Parce que nous avons entendu dire de Mme Nadi qu'elle n'était pas politique ou qu'elle ne faisait pas la politique. Aujourd'hui, apprendre cela, pour certains, c'est une distraction, mais pour moi, c'est le questionnement. Comment a été gérée cette crise-là? D'accord, ça s'entend. Voilà. Pour une mise en contexte, en fait, on a Charles Blé Goudet qui fait une sortie et après, par la suite, qui est convoqué au domicile de Mme Nadi Bamba, qui, à l'époque, il faut le signifier, Laurent Gbagbo a pour épouse Mme Simone Yves Gbagbo. Donc, on a envie de se poser, en fait, c'est qui cette dame, en fait, dans l'ombre, qui influence le jeu politique pendant que même les Ivoiriens ne savent pas, en fait, qui elle est à cette époque-là. Et où elle le reçoit, avec le Premier ministre, on s'entend, Soro Guillaume, le président Laurent Gbagbo, où en fait il a été signifié à Blé Goudet de présenter des excuses pour avoir énoncé un accord qui a été signifié en fait comme accord de paix, désarmement. Quelle est ton analyse par rapport à cela? Il faut faire attention en fait à ce que vous dites, hein, parce que vous ne pouvez pas prendre le narratif de M. Charles Blé Goudet et l'imposer à tout le monde. Il faut faire très attention. Il l'a dit et il a mentionné avec des faits. Si ces vérités-là, si on lui incrimine ces vérités-là, il faudrait qu'on lui lance un procès en fait. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui disent beaucoup de choses et puis il n'y a pas de procès qui sont lancés en Côte d'Ivoire. Mais je pars sur un principe où si M. Charles Blé Goudet était la seule personne, après son intervention sur la télé que je ne citerai pas, était la seule personne à s'exprimer, j'allais dire ok. Ou j'allais attendre qu'il y ait une autre version des faits. Et il y a eu des versions, il y a eu d'autres versions. Il y a une version de M. Konaté Sidiki qui a été très bien rédigée, avec des détails que M. Charles Blé Goudet n'a pas apportés. D'accord. Et je vous invite, elle est sur sa page de M. Konaté Sidiki, qui indique les raisons pour lesquelles il y a eu effectivement cette rencontre. Cette rencontre est l'initiative, d'accord, de M. Soro Kibafori Guillaume. Il demande que M. Soro Kibafori Guillaume il dit M. Soro Kibafori Guillaume sur ordre demande à rencontrer d'abord à Cocody, le Front populaire ivoirien, et le président Laurent Gbagbo
chez Mme Nadiani Bamba parce que le président Laurent Gbagbo, les samedis, a pour habitude de recevoir du monde, d'accord, quand il est chez Mme Nadiani, tous les samedis. C'est mentionné, elle existe sur la page. Mais ce qui m'intéresse, pourquoi M. Soro-Guillaume demande une réunion? Il y a un accord qui se fait parce qu'il donne des dates. L'accord politique de Ouagadougou, certains acteurs en Côte d'Ivoire étaient informés, y compris M. Charles Goudé, qui dirigeait à cette époque la Galaxie Patriotique. Avant, d'accord, d'annoncer ouvertement que cet accord politique de Ouagadougou soit mis sur pied, parce que les gens du Nord devaient venir aussi participer à cette campagne dans le Sud, il fallait que M. Charles Blé Goudé puisse convaincre ses amis de la Galaxie Patriotique. Et suite à l'émission qu'il a eue sur la RTI de M. Issa Sangaré Yereso, il est convoqué parce qu'il n'a pas eu à respecter les résolutions de ce Gentleman Agreement. Point, c'est tout. Mais quand M. Charles Blé Goudé nous dit, c'est Mme Nadiani Bamba qui le convoque suite à cette émission, mais ça porte à confusion. Et j'ai envie de dire, elle est qui, en fait, Nadiani Bamba, cette période-là, en fait, pour qu'on fasse des réunions à son domicile? Alors, et pas soit au palais présidentiel ou à la résidence de M. Laurent Gbagbo. Comme l'indiquait tout à l'heure M. Dako, c'est très important, il a donné l'exemple de Mme Pinjot. Mais je ne dirais même pas que Mme Pinjot n'est pas dans le même cadre, d'accord, dans le même cadre matrimonial que Mme Nadiani, au risque de vous choquer. Ouais. Parce que Mme Nadiani, effectivement, nous sommes dans un pays où la polygamie n'est pas reconnue. Mme Nadiani est la compagne de M. Laurent Gbagbo. Tout le monde En 2009 Mais en 2009, tout le monde le savait. En tout cas, mariage traditionnel. Voilà, mariage traditionnel. Même moi, je sais, le mariage traditionnel n'est pas, à cette époque, n'était pas reconnu, reconnu. en fait, par l'État ivoirien. C'était pas reconnu. C'est pas reconnu, mais C'était pas reconnu. elle n'était pas cachée non plus. Voilà. Donc, Mme Nadiani Bamba même l'indique, même quand elle parle, en fait, elle a même expliqué, elle a même fait une sortie. Voilà. Elle en parle de façon publique, sinon Voilà. ça ne m'intéresse pas, la vie privée. Voilà. Donc, on n'est pas dans un cadre conjugal. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention, ne mélangez pas les choses. Et puis, Mme Nadiani, tiens, en passant, mais en 2010, elle était dans l'équipe de campagne de M. Laurent Gbagbo. Ouais, au second tour. Au premier tour. Au premier tour, Elle a fait le premier tour et après le second tour a été pris par Simone. Pas Simone. Donc, au premier tour, c'est après un échec. Merci. Au premier tour. Mais elle a gagné, en fait, au premier tour. Oh non, allons-y. Au premier tour, échec ou pas réussite, elle y était. Donc, c'est pour faire savoir aux gens, d'accord, que Mme Nadiani Bamba n'est pas un ovni. Simplement, il y a une tragédie qui se passe en politique. Quand un homme politique est perçu comme un dictateur ou un tyran, le plus souvent, on fait le report de l'influence de ce dictateur-là sur une compagne qui serait cachée. D'accord. Et on a eu Eva Braun avec Hitler, on a eu la femme de Ceausescu, c'est toujours comme ça dans l'histoire. On a C'est eu toujours même Simone. Voilà, oui, on a toujours la méchante femme ou cette personne qui est derrière, qui manipule. Qui œuvre dans l'ombre et tout. C'est ça. Donc, faut pas créer un mythe. Moi, je ne suis pas en train de dire que M. Charles Blé Goudé dit des contre-vérités. Mais je prends les deux postures, c'est-à-dire les dires de M. Charles Blé Goudé et les dires de M. Konaté Sidiki. Je vois des similarités et je vois des choses. Je fais un croisement. Donc, aujourd'hui, dire que non, mais c'est Nadiani Bamba qui a fait le désarmement. Arrêtez, franchement. D'accord, ça s'entend. Boubacar Djabi, on entend très souvent un nom qui revient. Soroki Bafori-Guillaume. Est-ce qu'on peut essayer... Ah, vous le connaissez bien. Ah, c'est pareil. Alors, on essaie de définir en fait le rôle qu'il aurait joué en fait dans j'ai envie de dire dans le désarmement qui aurait dû être fait. Et on arrive jusqu'en 2010, il n'y a pas de désarmement et on va aux élections. La question qu'avait posée Laurent Gbagbo dans sa lettre en fait. Moi, mon regard par rapport à cette situation-là, il est assez clair. Hein. On avait un président de la République qui est M. Laurent Gbagbo. Et il y avait une autre partie en conflit qui était les forces nouvelles. Et de toutes les négociations, de tous les accords politiques qui ont pu être signés, je ne sais pas si quelque part j'ai lu qu'il devait avoir un désarmement. Oui. Si il devait, ça faisait partie des accords. Si ça fait partie des accords politiques. On a eu 8 accords. 8 accords. Je voulais bien que vous apportez de l'eau à mon moulin. Vous l'avez apporté, c'est très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que le président de la République, qui est le chef suprême des armées, dans un pays qui est censé se réunifier, avec une armée réunifiée, pourquoi est-ce que, pendant sa gouvernance, il n'a pas demandé à ce que cette armée-là soit réunifiée pour que ce pays-là aussi soit réunifié? Quels sont les leviers qu'il n'avait pas? On a vu le président de la République qui était arrivé en 2011, qui rapidement a réunifié les deux armées, a réunifié le pays et s'est mis à travailler. Vous estimez que là, c'était un échec en fait du président Laurent Gbagbo? Totalement, parce que j'ai l'impression que ils ont l'habitude de vouloir rejeter leurs échecs sur les autres. Moi, je suis vraiment désolé. Quand on parle de cela, ils disent chaque fois que vous avez participé au bilan du président Gbagbo, mais je dis toujours, il y a un chef.
qui donne le là, qui donne le ton, qui a une vision, qui a une ambition. Donc, à la question de Laurent Gbagbo, pourquoi il n'y a pas eu de désarmement, C'est à lui faut poser la question. Il était le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est de sa faute à C'est lui. lui qui était le chef, il était le chef de tous les Ivoiriens, le chef de l'armée. Donc, c'était à lui de pouvoir mettre ces négociations-là pour que le DDR puisse avoir lieu. Quand le président de la République est arrivé en 2011, sa première tâche, il s'est attelé à ce que le DDR puisse avoir lieu. Il y a un premier responsable qui a été nommé, qui ne faisait pas bien le travail. Il a nommé M. Sarasoro, qui est aujourd'hui son directeur de cabinet, qui était en RDC. Il l'a fait revenir pour qu'il puisse s'occuper du DDR, qui a été fait dans les règles de l'art, avec toutes les difficultés qu'il y avait. Si on refuse d'affronter des problèmes et qu'on les pousse toujours sous le tapis, on les remet à plus tard, forcément, ça va nous rattraper. Après combien de retraites anticipées? Oui, mais après quand on... Combien de personnes ont pris, et combien de militaires ont pris leur retraite anticipée après la venue de M. Ouattara? Parce qu'après, il y a une loi de programmation qui se fait. Après, quand il y a... Bon, je vais dire, tout est question de budgétisation. Mieux encore, je vais vous dire, quand on parle de désarmement, il y a eu bien une cérémonie de flamme de la paix à Bouaké, où il y a eu des armes qui ont été rassemblées, qui ont été brûlées à Bouaké. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué dans cette logique? Pourquoi est-ce que le président n'a pas mis en place, il n'a pas pris à bras le corps ce problème-là? On avait l'impression que la réunification du pays ne l'intéressait pas trop, mais c'était plutôt les élections qui l'intéressaient. Tu veux rebondir parce sur ce qu'il dit? parce que le RDR ne voulait pas. Ah non. Si. Dans quel sens? Évitez de rejeter la faute toujours. Non, je vais vous le dire. Il va développer, on va Très cher l'écouter. Diaby, je vais vous le dire. Vas-y. Alors, l'accord politique de Ouagadougou, en fait, n'est pas l'affaire exclusive, en fait, de M. Laurent Gbagbo et de la rébellion. L'Union européenne a pris part. L'ONU a pris part. Les partis politiques ont pris part. Ils étaient informés du calendrier. Je vous lance un défi. Trouvez-moi en fait une parution journalistique ou même en vidéo d'un des partis d'opposition, c'est-à-dire le PDCI-RDA, le RDR, réclamant d'accord, l'accélération du désarmement. Vous ne le trouverez nulle part. Au contraire, ils disaient il faut qu'on y aille, même si on n'est pas désarmé. N'oubliez pas que le RDR et le MPCI, le MPIGO, le PDCI, le MFA, vous étiez dans une association, le G7. Donc, politiquement, vous aviez une association ensemble. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si vous êtes étonné de la magie du désarmement soudain, vous avez pris le pouvoir, vous êtes de la même famille, donc c'est normal. Maintenant, je vais dire quelque chose. Non, je vais vous dire quelque chose encore qui est encore plus important. Non, il y a eu le CCI, le centre de commandement intégré. Attention, mais non, il y a eu le CCI, le centre qui est aussi, le CCI ressort des accords politiques de Ouagadougou, où je rejoins M. Diaby. Effectivement, il y avait un centre de commandement intégré. Il y a eu des éléments des MPCI, d'accord, des forces nouvelles, et même des éléments loyalistes qui opéraient, d'accord, par moments sur des patrouilles mixtes. Le projet d'initiative était bonne, mais il n'y a pas eu véritablement cet impact politique. Parce que l'affaire du désarmement, ce n'est pas... Tout à l'heure, M. Diaby nous disait que le président est le chef suprême des armées. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il ne faut pas oublier qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'était plus si puissant que cela. Attendez. On va y arriver. Attendez. Vas-y. Attendez. Lina Marcoussi. D'accord? On a le partage des postes ministériels entre les partis politiques. Le roi est déculotté en partie. Si ce n'est que seulement, d'accord, quelques refus sur des profils ou sur des personnalités. Mais à partir du moment où on vous dit que, par exemple, 3 ministères appartiennent à tel parti politique, 3 ministères, ce n'est même plus l'initiative du président de la République. Avec la majorité. Voilà. Ça veut dire que... Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Mais attendez, vous croyez que Youssouf Bakayoko, c'est un choix de Laurent Gbagbo? Vous croyez que Youssouf Bakayoko, à la tête de la CEI, c'est un choix de Laurent Gbagbo? Beugre Mamé qui a été refusé par M. Laurent Gbagbo. Non, mais c'est ce qui a choisi après quoi? C'est après quelque chose. Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Parce que normalement, je prends les propos de quel ministre? Je ne sais plus, c'est Touré Mamadou, quelqu'un, qui est passé sur une chaîne télé qui disait comme ça que la CEI, dans son ossature actuelle, est plus représentative que la CEI à l'époque. Et il a indiqué que le président est celui qui est majoritaire, qui a plus de pouvoir. Mais la CEI qu'on a eu, le modèle qu'on a eu en 2010, mais ceux qui étaient les plus représentatifs, c'était lesquels? Mais en son temps de ce dont, ce dont tu parles, même, moi j'ai écouté aussi une vidéo de Laurent Gbagbo, du président Gbagbo, où carrément il dit que c'est normal que le pouvoir soit représenté dans toute sa largeur et dans toute sa longueur. Faisons les calculs. Il y a combien de personnes? Donc après, quand on fait tous ces calculs, on se trouve que... On va aller pas à pas. Il faudrait que chacun puisse s'exprimer. Vas-y, chute rapidement. Je suis d'accord. Effectivement, ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Voilà. Non, attendez. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. C'est-à-dire, dans la forme initiale, oui, l'exécutif a plus de pouvoir. Mais dans la crise post-électorale que nous avions eue en Côte d'Ivoire, il y avait une situation d'exception.
toutes les décisions majeures qui devaient impacter la Côte d'Ivoire étaient l'objet de négociations, d'accord, des partis politiques et même des organisations internationales. Parce qu'on était dans un processus pour aller à ces élections, pour complètement pacifier le pays. Donc, je pense qu'il y a un cas d'exception. On ne peut pas dire qu'on est dans un fonctionnement de l'État normal comme aujourd'hui. M. Ouattara est le chef suprême des armées. Il a tous les pouvoirs, il prend toutes les initiatives. Ouais. C'est normal. Mais je tiens à rappeler quelque chose. S'il y a eu un miracle qui s'est opéré après avril 2011, c'est parce que c'était votre affaire. Vous étiez dans le G7. Donc, allez-y. J'aime bien cet esprit-là parce que je vais ramener monsieur ça une mise en contexte. Voilà, à ses cahiers de devoir. En 2000, pendant la crise militaro-politique, on avait bien la présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Oui. L'ONUCI avait un grand contingent en Côte d'Ivoire. Oui. Mais pourquoi est-ce que, diplomatiquement, M. Gbagbo n'a pas pu jouer de la présence des forces internationales en Côte d'Ivoire pour imposer le désarmement? Mais il a aussi dénoncé l'ingérence de cette entité-là. J'arrive. Non, parce que vous avez... C'est ce que, franchement, je vais être sérieux. Parce que, je le dis toujours, la gestion du FPI du pouvoir de 2000 à 2010, on a l'impression qu'ils ne sont responsables de rien. Non. Si, j'arrive. J'ai l'impression qu'ils sont responsables de rien. Monsieur Gbagbo a été élu. Il y a eu une crise militaro-politique qui a commencé. Il a gardé ses fonctions. On ne l'a pas démis de ses fonctions. Quand tu reviens, que tu es au pouvoir, tu as toujours le titre de président de la République de Côte d'Ivoire. Tu as toujours, comment on appelle là, ce pouvoir suprême. J'ai envie de dire, d'aucuns diront qu'à cette époque-là, il y avait une certaine démocratie en Côte d'Ivoire, que maintenant, certains ne voient pas, en fait, la lueur même, en fait. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, maintenant, tu t'exprimes, tu as peur, en fait, des représailles qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est de cette gestion-là que vous parlez? Non, là, je vous arrête. Dites-moi, de 2011 jusqu'à maintenant, il y a eu combien de journalistes tués en Côte d'Ivoire? Dans quel sens? Des journalistes ou d'opposants politiques emprisonnés. Trois journalistes. Bon, mais dans l'exercice de leur fonction. Parce qu'ils ont critiqué le pouvoir et qu'ils sont allés. Oui, il y a eu l'autre là, Sylvain Gagneto de Radio Yopougon. Il y a eu un autre aussi, quelque chose Et si on fait le parallèle par rapport, si on fait le parallèle par rapport à l'époque de Laurent Gbagbo, vous allez voir qu'il n'y a même pas photo. Quel parallèle? Dites-nous. Dites-nous. Parce que vous allez faire sortir le dossier Kiffer. C'est tout. Non, pas Kiffer seulement. Pas Kiffer seulement. Dites-nous, s'il vous plaît. C'est André Sylvain Kona. Il a fait quoi? Assalé Tchemoko. Oui. Ils sont bien allés en prison parce qu'ils ont critiqué le pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais il a bien dit, c'était avec le magistrat, c'était avec Kimou. Mais c'est la même. C'était avec Timou. Puisqu'on parle. On va pas s'éloigner du sujet. On va revenir sur le sujet en fait. Il était journaliste à cette époque? Oui, il officiait de Le Réveil. On va y arriver. On laisse finir, Samuel, on laisse terminer. Donc pour chuter, quand on est président de la République, quand on a tous les attributs du pouvoir, on fait en sorte que ces attributs-là, on puisse en jouir. Diplomatiquement, économiquement. Je le répète encore, si dans l'esprit du président d'alors, M. Laurent Gbagbo, il avait voulu faire la réconciliation, il avait voulu faire le désarmement, il avait voulu faire la réunification du pays, il aurait pu y arriver. Il fallait qu'il s'y donne les moyens de le faire. Donc vous dénoncez une mauvaise gestion? Carrément. Et maintenant, quand on parle, pour revenir au sujet passé, quand on parle des enquêtes sur le père de la rébellion, la rébellion a commencé en 2002. M. Gbagbo a eu le temps jusqu'en 2011, le 11 avril 2011. Il a signifié aussi qu'on ne l'a pas laissé gouverner de 2002 non, mais jusqu'à... c'est une fuite en avant. Ah bon? C'est ce que je répète toujours, c'est une fuite en avant. Pourquoi est-ce que depuis 2002 jusqu'à 2011, il n'a pas pu faire des enquêtes, lui-même des enquêtes indépendantes? Ses amis journalistes aujourd'hui qui courent après, qui depuis tout le temps étaient avec lui, pourquoi ces amis-là n'ont pas pu faire des enquêtes pour prouver à la face du monde qui a organisé la rébellion, qui a financé la rébellion? Et sur cette question, j'ai envie de dire, on est tous patriotes, on est fiers d'être Ivoiriens. Est-ce que vous cautionnez le fait que des Ivoiriens prennent des armes contre leur propre pays, en fait? Contextualisant encore. Dites-nous. L'ivoirité, créée par le PDCI, inscrite dans la Constitution par le général Guèye et transformée en programme de gouvernement par le FPI.
où des Ivoiriens étaient stigmatisés, où des Ivoiriens étaient abattus parce qu'ils portaient un patronyme. Vous ne pouvez pas prendre un quart de transport du nord jusqu'à Abidjan sans que vous ne payiez plus de 10 ou 15 000. J'ai suivi une vidéo de de Mamadou Koulibaly qui répondait à cette question où il mettait en avant le fait de la carte de séjour. Il indiquait ou il dénonçait le fait que c'est M. Alassane Ouattara, le président, qui a mis ça en vigueur. Je suis bien d'accord parce qu'il faut contextualiser encore. Oui. Le président de la République, alors Premier ministre, arrive dans un contexte où l'État de Côte d'Ivoire était en cessation de paiement. Il y a les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale qui avaient imposé un programme d'ajustement structurel à la Côte d'Ivoire. Oui. Il fallait trouver les moyens financiers pour que l'État puisse redémarrer. Sur les étrangers. Pas forcément sur les étrangers. Okay. Bon, mais c'est ce qui a été mis en avant en fait. Ok, allons-y. Il va nous expliquer. La carte de séjour n'était qu'une partie. Il y a la privatisation. Ça fait partie qui ont été rachetés par ses amis. Bah, c'est pas bien grave, Okay. vous pouvez dire tout cela. Mais encore que de 2000 jusqu'à 2011, Oui. le président qui a le plus vendu le pays aux étrangers, c'est Laurent Gbagbo. En quoi faisant Bah, en donnant presque Parce que tout vous avez parlé justement de Bolloré, hein, c'est tout. Oui, mais pas Bolloré. Dites-nous encore, pas Bolloré. Pas Bolloré seulement. Pas Bolloré seulement. Donnez-nous des exemples, s'il vous plaît. Allons-y. Samuel, on va aller doucement. Non, on va laisser terminer. S'il veut m'accélérer, on va s'accélérer dans le bon sens. Hein. Oui, dans le bon sens, là, n'en doutons pas. Donc maintenant, c'est pour dire qu'il faut faire attention. Donc, je parlais de la privatisation, comme il parlait de la privatisation, mais quand bien même au Gabon, par exemple, vous savez combien coûte la carte de séjour? Dites-nous. Plus de 800 000, pratiquement. Pour une année ou... Nous ne sommes pas le Gabon. Non, on a fait des parallèles. Samuel, on va laisser terminer. Pour une année. Donc maintenant, quand le président installe ceci, ce n'était pas dans un but de faire une ségrégation. C'était un but pour que... Puisque quand on prend la communauté d'Afrique de l'Ouest, elle est beaucoup en Côte d'Ivoire, mais quand on regardait combien est-ce qu'elle payait, c'était infini par rapport à ce que des Français ou des Libanais payaient. Parce que ceux-là, c'était estimé qu'ils avaient beaucoup plus de moyens pour pouvoir payer cette carte de séjour. C'était un moyen additionnel pour faire rentrer des ressources dans l'État. Je vais vous laisser chuter sur ça. Voilà. Donc, quand vous parlez de carte de séjour, donc, c'est dans ce contexte-là que la carte de séjour est arrivée. Donc, ne croyez pas que c'était de façon volontaire, de façon maligne que le Premier ministre d'alors, qui est aujourd'hui président de la République, a voulu ces cartes de séjour. C'est plutôt pouvoir apporter des éléments de réponse à la crise structurelle financière structurelle que la Côte d'Ivoire traverse. D'accord, il n'y a pas de souci, ça s'entend. Et on y va pour la troisième séquence. Ok, Godax commercialise des chaussures les plus emblématiques au monde. Elles se distinguent en toutes par leur authenticité, leur silhouette caractéristique. Comme les grands classiques, elles s'améliorent avec le temps. Ces chaussures aux couleurs classiques et avec une semelle en caoutchouc vulcanisé de haute qualité ont marqué des générations entières. Nées sur des terrains de sport, mais adoptées par des rebelles, des rockers, des rappeurs, des artistes, des rêveurs, des penseurs et des originaux de toutes sortes. C'est fou, mais si je te disais que tu pouvais avoir à un prix raisonnable des chaussures incroyables? C'est simple, il te suffit de commander la paire de chaussures qui t'a le plus flashé sur la plateforme de Godax. Soit l'application mobile disponible sur App Store ou le site internet sans bouger de chez toi, en livraison instantanée. Godax, la marque d'un style individuel. Alors, après cette troisième séquence, on a Bafalikou Doumbia qui nous a rejoint, qui est délégué de la formation RHDP France. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Merci. Super. Ça va très bien. Alors, pour cette troisième séquence-là, on a une sortie du gouverneur, sinon du district d'Abidjan, signifiant une interdiction aux motos et tricycles de circuler sur certains axes et voies en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. J'aimerais avoir votre regard sur cette interdiction, en fait. Oui. Il faut dire qu'en fait, qu'il s'agit d'une situation, un fait de société. Ouais. Donc, en fait, le district a accompagné la décision gouvernementale, donc l'interdiction, donc notamment de ce type de véhicule-là, des usagers de ce type de véhicule-là, parce que cela répond à une situation. Il s'agit en fait donc des cas d'indiscipline relevés en fait, donc notamment sur nos routes, qui occasionnent des morts. D'accord. Donc, il y a des chiffres en fait qui sont très alarmants. Et cette décision gouvernementale existe depuis 2021. Voilà. Elle a été remise à l'ordre du jour. Elle a été remise à l'ordre du jour parce que les chiffres interpellent. Donc, quand vous prenez, par exemple, pour les 3 derniers mois,
on va dire, un taux d'accident relevé à hauteur de 25%. Et parmi ces 25%-là, vous avez au moins 33% en fait, de tués et plus de 26% en fait, de blessés graves. Donc, ça représente en fait globalement une soixantaine de pourcents en fait, de cas graves. En fait, et ces statistiques-là, vous les tenez d'où en fait, pour avoir une source sont des chiffres en fait, qu'on peut relayer, donc, notamment dans des communications donc, au niveau du district. Donc, moi, j'ai essayé de me renseigner avant ce rendez-vous voilà, auprès de certaines autorités, donc, notamment pour avoir ces chiffres. Et quand vous allez même au-delà, que vous regardez en fait les statistiques donc depuis 2021 jusqu'à maintenant, vous avez en fait un taux d'accident, donc en fait des chiffres qui tournent autour de plus de 14 000 en fait cas d'accident dus à ce type de véhicule. D'accord. Donc l'État en fait prend ses responsabilités parce qu'il faut préserver des vies. D'accord. Mais quand on sait que, j'ai imagé, la moto aujourd'hui nourrit son norme. On a la jeunesse qui se plaint, il n'y a pas de travail, il n'y a pas à manger, on se débrouille. Et quand on sait que là, c'est juste un moyen pour subvenir aux besoins, en fait, ça ne permet même pas de vivre décemment. Et qu'on a une interdiction qui met, en fait, qui ne permettent pas aux gens de pouvoir vivre, sinon survivre dans un état de Côte d'Ivoire où on a un taux de chômage aux environs 2% d'après ce qui est signifié. Quel est votre regard par rapport à cela ? Oui, j'ai essayé de regarder un peu donc cette thématique parce que ça fait le buzz et c'est assez intéressant comme ça que vraiment la population puisse se saisir et s'approprier ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui touche majoritairement toute la classe ivoirienne. Je peux le dire, effectivement. Et ça peut être dû aussi au boom du numérique en fait, en Côte d'Ivoire. Bon, quand vous prenez donc, la situation ivoirienne, aujourd'hui, on a un taux de couverture en fait, d'Internet qui quasiment en fait, touche pratiquement... Donc pour vous, si on en parle, c'est parce que... on en parle, c'est parce que nous sommes dans un contexte où les services et les usages, les besoins aussi ont changé. Je prends un exemple. Il y a 10 ans de cela, on ne savait pas ce que c'était que Yango. Mais aujourd'hui, ça existe. Et ça sert en fait donc, de nouveaux usages, ça sert notamment de nouvelles formes d'employabilité. Et l'État l'État ivoirien a investi massivement dans les infrastructures numériques. Quand vous prenez par exemple aux environs, en 2011, on avait 500 km de fibre optique. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 10. Non, là, on ne parle pas de la communication, on ne parle pas du réseau informatique, en fait, Internet. Non, je veux dire en fait que nous sommes dans un contexte où les investissements majeurs qui ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire créent en fait de nouvelles formes de services, d'où donc notamment cette forme donc de service qui est on va dire les VTC et les livreurs, les services de livraison donc notamment qui permettent notamment à une certaine frange de la population de pouvoir donc notamment bénéficier de certaines formes donc d'activité. D'accord. Voilà. Sam, quelle est ton analyse par rapport à cela? Je sais pas. Le truc, c'est que, pour moi, au lieu d'éduquer la population, on prive la population d'une certaine liberté. Lorsqu'on ne met pas en place des vrais moyens pour faire sortir la jeunesse du chômage, on prive encore cette jeunesse-là de elle-même utiliser ses propres moyens de sortie. Les motos, elles sont partout. Moi, je dis simplement que c'est l'éducation, c'est les agents de police. C'est tout un ensemble qui doit créer un bon climat pour qu'il y ait, comme monsieur le disait, moins d'accidents, par exemple, voilà, et moins de morts par la suite. Donc, venir interdire les motos sous prétexte que ça fait des morts, ça fait des blessés, ça fait des accidents, pour moi, ce n'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et je trouve que l'État ne fait pas son rôle, d'où il ne doit pas interdire, en fait... Ouais, il ne doit pas interdire. D'accord. Attends, mais nous sommes à Paris. À Paris, ici, on voit des scooters qui se promènent. Non, mais ils ont un niveau de développement... Voilà, et donc c'est pourquoi je parle du moins de l'éducation, des permis où l'on doit mettre l'accent, voilà,
personne ne doit conduire une moto parce que elle doit la conduire. Je te laisse chuter sur ça. Et par la suite, nos agents, voilà. D'accord. Je ne dis pas plus. Vincent, j'ai envie de dire, est-ce que là, on n'est pas dans une sorte de faire du ménage, en fait? On est à quelques jours de l'investiture. On sait qu'il y a des étrangers qui doivent arriver. On a des présidents qui doivent arriver. Est-ce qu'on n'essaie pas de faire bonne impression en essayant de nettoyer un peu la circulation à Abidjan et juste après, on signifie que l'interdiction est annulée? Bon, on pourrait dire ça, on pourrait dire cela aussi, mais en ce qui concerne les grands axes routiers, effectivement, on peut avoir un aspect esthétique de la chose, mais aussi, il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est l'aspect sécuritaire. Ouais. Quand on néglige l'aspect sécuritaire sur tous les plans. Parce que ce que les gens oublient, au-delà des risques que cela comporte dans le district, la fluidité routière, l'incivisme routier, il y a aussi le fait que la plupart des motocyclistes, pour aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ne sont pas tous reconnus. Hein. Beaucoup œuvrent dans l'informel que dans le formel. Il ne faut pas oublier, il y a la patente annuelle mise en place date seulement que de 2018 si j'ai bonne mémoire. Et ce n'est pas tout le monde voilà, qui souscrit. Donc il y a un aspect aussi sécuritaire, il y a un aspect esthétique, certes. Et je dirais même il y a un aspect aussi... un aspect esthétique. Mais moi, dans le contexte par rapport à la date de l'investiture, j'étais plus porté sur l'aspect en fait, sécuritaire. Parce qu'à partir du moment où des motocyclistes ne sont pas identifiables, aucune patente d'assurance, on ne peut pas les identifier, quoi. S'il y a un risque, on les identifie comment? Et voilà, ils peuvent se confondre dans la nature, et puis voilà. Donc je pense que de toute façon, depuis les échauffourées qu'il y a eu dans les derniers événements, donc l'aspect sécuritaire est quelque chose de majeur. Après, si vous voulez que je peux développer sur même l'aspect même des deux roues, bon, c'est avec plaisir, parce que j'ai quand même quelques points qui sont intéressants. On va en revenir. Falikou, j'ai envie de dire, que représente en fait la moto pour l'économie ivoirienne en ce moment? Oui. Déjà, je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit. En fait, il faut dire que l'État ivoirien est un État sérieux. Donc, on ne va pas prendre des décisions comme ça à la faveur, en fait, pour faire plaisir à des étrangers. La Côte d'Ivoire représente quand même 52%, en fait, un taux d'urbanisation de plus de 52%. Et ce qui est assez flatteur, en fait, donc l'un des meilleurs taux d'urbanisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc de l'Afrique subsaharienne. Donc, il faut dire que ce n'est pas une décision, en fait, qui a été prise comme ça. C'est parce qu'il y a eu des chiffres alarmants. Et dans le cadre de l'opération Épervier, qui a été étendue, donc notamment à la voirie, donc aux routes, voilà, et en pleine concertation aussi avec plusieurs acteurs, dont les différents districts, le district autonome d'Abidjan, l'AMUGA, qui est la haute autorité donc de mobilité. Quand ce n'est pas une décision qui a été prise comme ça, on ne l'annule pas aussi comme ça? Non, je vais dire en fait qu'il y a un plan d'urbanisation en fait de la mobilité au niveau d'Abidjan qui est en cours donc de test et qui sera effectivement mise en œuvre en concertation notamment avec les différents districts. Donc c'est plusieurs acteurs en fait qui vont converger donc notamment vers cette dynamique là. Et donc, en fait, vous me posez la question de savoir que représente en fait cette mobilité, cette forme de mobilité pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Il faut dire en fait que la Côte d'Ivoire voit loin. On parle donc de BRT, donc de bus rapide transit, donc qui va faire la liaison de Yopougon à Bingerville. On parle d'investissements majeurs. Non, je vais dire en fait que ce sont des projets d'envergure et qui coûtent vraiment plusieurs, donc des dizaines de milliards de francs CFA en fait. Et pour revenir à la moto, et cette forme de mobilité, donc on appelle les micromobilités, qu'on voit, comme il a cité, en fait, fait partie effectivement de ce plan d'action. Et donc, du coup, les autorités accordent aussi de l'importance, donc notamment à cette mobilité, à cette forme de mobilité. Et il y a des investissements qui vont être faits, donc notamment dans le cadre en fait de l'aménagement des espaces en fait de circulation, donc des voiries qui seront dédiées, donc notamment à ce type de mobilité. D'accord, je voulais chuter sur ça. Et quand vous regardez aussi la dynamique donc du numérique en Côte d'Ivoire avec tous les investissements qui ont été faits dans les infrastructures, effectivement,
c'est toute une chaîne en fait qui sera valorisée. Donc vous avez effectivement ce qu'on voit aujourd'hui avec le boom qu'on a donc notamment au niveau des VTC, au niveau des acteurs donc notamment qui travaillent dans le domaine de ce type de mobilité, donc des tricycles et tout ça. Mais vous avez aussi des commerçants mais qui ont transformer effectivement leurs services et qui sont pleinement engagés aussi dans le numérique. Donc, vous pouvez être à Bobo aujourd'hui et commander des produits d'un commerçant ou d'une personne qui se trouve à Port-Bouët. Et en l'espace de 30 minutes, en fait, vous bénéficiez donc notamment de ce service. Non. D'accord. À Bobo, Port-Bouët, c'est pas 30 minutes. Samuel, on est déjà à court de temps. Je termine rapidement avec toi la question, en fait. Moi, je vais résumer. Franchement, vas-y, il faut rapidement. savoir que c'est à l'issue de la crise. On parlait tout à l'heure dans le précédent thème, en fait, à l'issue de la crise que les deux roues ont apparu véritablement. La première des choses, en fait, qui posait problème, il y a eu une anarchie, en fait. Il y a eu une anarchie au niveau... D'abord, ça a commencé dans la zone de Boaké et dans la zone de Boaké, il y avait plus de deux roues, d'accord, dans cette zone. Par la suite, en fait, ces deux roues-là aussi se sont étendues sur la capitale. Je vais parler de tricycles et le boom des services de commerce en pièces détachées et de la livraison. Ce sont dans ce domaine-là, en fait, véritablement, qu'on a développé l'utilisation des motos. Mais derrière cela, effectivement, ça aussi met en perspective une crise économique des ménages, parce que la plupart des personnes ont commencé à utiliser cela pour arrondir leur fin de mois. Ouais. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi... On a eu à partir de 2018 aussi, si je ne m'abuse, 2018 ou 2021, non 2018 je crois, l'annexe fiscale. L'annexe fiscale, il y a eu l'annexe fiscale qui a commencé à ponctionner sur les services de livraison. Ouais. Ça a été tout un tollé, tout un scandale. D'accord ? Les gens se sont plaints, non, c'est ce qu'on prenait pour se nourrir et tout, pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc l'État essaie aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ce domaine-là, mais c'est difficile. Pourquoi ? Cette décision-là, c'est une décision qui date de 2021. Oui. Cette décision, c'est une décision qui date de 2021. Comment se fait-il que soudainement, en 2025, on veuille l'appliquer ? Après 4 ans. Après 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? On revient à ce que j'ai dit. On peut dire qu'il y a une étude qui a été faite et rapidement, ils sont arrivés à des conclusions. Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Parce que c'est... On le laisse terminer rapidement. J'étais lancé. En tout cas, le communiqué datant de 2021 émanant du district d'Abidjan est formellement clair. En ce qui concerne les grands axes routiers, certains axes routiers qui sont cités, les deux roues ne devaient pas traverser cela. Mais on revient encore à une suspension soudaine de cette décision. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression économique. Que l'on veuille ou pas, il y a une pression économique. Alors, quand j'entends mon cher ami parler de BRT, parler de taux d'urbanisation, c'est bien joli. Hein, mais la réalité... C'est la réalité. Non, c'est bien joli, cher ami. Oui, c'est bien joli, cher ami, mais les gens ont faim. Donc, il faut véritablement qu'on repense. Parce qu'il y a un élément aussi où je suis d'accord, c'est effectivement les morts. La sécurité routière. Et c'est la raison. La sécurité routière, je suis d'accord. Et il faut véritablement, d'accord, qu'on formalise tout cela. Parce qu'il y a une part qui est informelle. Des gens utilisent beaucoup de roues, ils n'ont aucun document, ils sont exposés, et puis c'est une perte. Parce que des deux roues, quelqu'un qui a une entreprise où il y a des deux roues, les gens ne sont pas déclarés, fiscalement, on perd. Le challenge de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Ouattara. Il faut que la Côte d'Ivoire engrange, d'accord, en termes de recettes fiscales, le maximum pour avoir des budgets comme celui des 17 000 milliards dont on abordera une prochaine fois. N'est-ce pas, M. Diaby ? Merci bien. Et sur cette note de Saint-Blanc que nous allons terminer. Merci à vous de nous avoir suivis. On n'a pas assez de temps pour développer. C'était nous. Merci. Au revoir.